Et vous savez, quand je suis en panne d'écriture, j'ai un truc. Je sors et je vais dans le premier café venu. C'est étonnamment là que je travaille le mieux. Un bon chocolat chaud et c'est parti. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, j'ai fait une rencontre plutôt inattendue. Excusez-moi, je peux vous prendre le journal? Pas de problème, moi j'ai déjà tout ici. Moi, je préfère le papier. Je peux le noter et je peux le piquer. Ah, d'accord. Mais seulement l'après-midi ou en fin de journée. Avant, il y a peut-être des gens qui aimeraient encore le lire. Ah c'est plutôt gentil ça. Enfin, je crois. Moi, je pense qu'il faut apprendre à mieux partager. Et vous savez comment? Non, comment? En faisant une révolution. Ah! Parce que si on ne force pas certains à partager, ils ne le feront jamais. Moi, c'est Maria. Et vous? Joe. Je vous avoue que ce jour-là, j'ai pas été très productif, parce que j'ai passé mon après-midi à parler de révolution et de tout un tas de trucs avec cette dame. Je serais même resté plus longtemps, mais je devais manger avec Rouf. Il y a quelque chose qui m'a vraiment touché, je sais pas comment l'expliquer. Déjà, elle parle très naturellement. Même des choses banales comme aimez-vous les uns les autres, quand elle le dit, je sais pas pourquoi, mais ça sonne vrai. Ah bravo, c'est bien, hein. Je suis content que tu te fasses des amis. T'es con. Non, mais j'ai passé un bon moment. Je me demande si elle sera là la prochaine fois. J'ai une question. C'est elle qui a payé toutes tes consos? Il me semble que oui. Pourquoi? Fais gaffe. Faire gaffe, mais de quoi? Parce qu'elle va payer toutes tes consos. Et plus elle en paiera, plus tu te sentiras obligé de rester. Jusqu'au jour où on retrouvera ton cadavre flotté dans une piscine avec 3 balles dans le corps. Et à ton enterrement, on dira « C'était le chocolat chaud de trop ». Ah mais oui, Sunset Boulevard. Ça fait une éternité que j'ai pas vu ce film. Ouais, pareil. Pourtant, il était incroyable. Et voilà, comme à chaque fois où on se met à parler d'un film, on a immédiatement eu envie de le revoir. On s'est donc posé pour redécouvrir ce chef-d'œuvre du cinéma américain. Pour ceux qui seraient passés à côté, Sunset Boulevard est un monument du film noir. Et avec Rouf, on se dit que c'est assez paradoxal qu'il ait traversé ainsi les âges alors qu'il est pourtant très ancré à l'actualité hollywoodienne de l'après-guerre. I'm still big. It's the bootlegs that got small. Donc Sunset Boulevard est un film américain sorti en 1950 réalisé par Billy Wilder, un grand nom du cinéma hollywoodien, à qui on doit un joli lot de films cultes. A noter qu'il a coécrit le film avec son compère de longue date Charles Brackett et avec David Marshman, qui est à la base critique et qui avait allumé un précédent projet de Wilder et Brackett. Mais en lisant sa critique, les deux hommes ont trouvé que les arguments étaient corrects et se sont alors dit que ce serait pas mal de bosser avec lui. Ce qui est une attitude plutôt mature, tu trouves pas? Quoi? Le film débute sur le somptueux logo de la Paramount en noir et blanc, désolé j'adore ça. Une voix off nous raconte qu'un meurtre a été commis dans la maison d'une ancienne vedette de cinéma. Le corps d'un homme flotte dans une piscine entouré par des journalistes et waouh, ça fait pas 2 minutes qu'on a commencé, les plans sont déjà ouf. Tu savais qu'à la base, l'intro se passait dans une morgue où le cadavre du personnage racontait l'histoire aux autres cadavres. Sauf qu'ils ont abandonné, parce que pendant les projets de test, en fait, le public il se marrait. Ok, non alors je savais pas du tout. Et du coup, Sunset Boulevard est passé à ça d'être un film de zombies. On se rend compte aussi que la voix off qui nous narre cette histoire a un statut tout à fait particulier puisqu'il s'agit de la voix du mort lui-même. Le point de vue sera donc soumis à la subjectivité de son narrateur qui nous offrira un regard désabusé de cet univers hollywoodien, mais qu'il devra payer de sa vie. Bon, on démarre le flashback où on apprend que le mort est en fait Joe Gillis, un scénariste fauché dont les affres financières le mènent à être harcelé par des créanciers. Ces derniers s'invitent chez Joe pour tenter de lui soutirer tout ce qu'il a. Ce qui fait de Sunset Boulevard un film de vampire. Mais ce qu'ils veulent récupérer surtout c'est sa décapotable, à tel point qu'ils engagent une course-poursuite avec Joe. Ce dernier parvient à les semer et se cache dans un manoir extravagant de bord de route. Il est accueilli par Max, un domestique antipathique, et par Madame la propriétaire endeuillée. On se rend très vite compte qu'il y a quiproquo, car on le prend pour le type des pompes funèbres venu s'occuper du corps du singe. Et c'est un premier marqueur pour symboliser toute l'excentricité de Hollywood. Je trouve pas, non? Non? Avec ma famille, on a bien organisé des funérailles pour mon grand-père. Oui, non, mais ton grand-père, c'est pas un singe. Non, mais c'était quand même des funérailles. Mais qu'est-ce que tu dis? Bref, le quiproquo est résolu et Joe se rend compte que la femme n'est autre que Norma Desmond, une superstar du cinéma muet tombée dans l'oubli. I am big. It's the pictures that got small. Et je suis déjà obligé de faire une petite parenthèse contexte. Le passage du cinéma muet au parlant a été une évolution abrupte du médium qui a déstabilisé une partie de l'industrie et des personnalités du milieu. Du côté des réalisateurs, si certains comme Fritz Lang, DeMille ou même Hitchcock franchissent très bien le cap, d'autres grands noms comme Fairbanks ou Griffiths vont disparaître. Cette transition est un des sujets préférés du cinéma lorsque celui-ci parle de lui-même puisqu'il permet d'illustrer la violence de son univers tout en caressant la nostalgie et les folies de cette époque. Norma Desmond incarne à merveille la star déchue, restée
ayant créé un univers hollywoodien fantasmé et excessif. Elle est d'ailleurs interprétée par Gloria Swanson, une star du cinéma muet qui avait quitté le milieu pour la télévision. À noter qu'avant elle, plusieurs autres stars du muet avaient été approchées pour incarner le rôle, comme Mae West, Greta Garbo ou Mary Pickford. Moi je l'aime bien, mais j'ai toujours trouvé qu'elle surjouait un peu. C'est effectivement un point qui a pu être reproché au film, mais pourtant moi je trouve que ça se justifie tout à fait. Elle incarne une ancienne star du muet. Or, les stars du muet, pour se faire comprendre, devaient exagérer leur mimique, donc c'est tout à fait normal qu'elle ait repris ses codes. Donc, Norma Desmond apprend que Joe est scénariste. Elle propose alors de l'engager pour l'aider à la relecture du script d'un film qui est censé la remettre sur le devant de la scène. Il accepte, même si elle le force à être hébergé pour faciliter le travail. Voilà que notre héros est nourri logé sur son lieu de travail, ce qui peut être incroyablement cool comme horriblement démoralisant. On verra bien vite que c'est la deuxième option qui va l'emporter. Ça fait penser justement, elle a fait quoi ta pote pour payer toutes tes consos? Bonne question, je sais pas du tout dans quoi elle travaillait. Je lui demanderai si je la revois. Si c'est une ancienne star, fuis. D'accord. Parce que les anciennes stars... Comme il commençait à se faire tard, on a arrêté le film là, mais on s'est donné rendez-vous le lendemain afin de le terminer. Le jour suivant, après le travail, je me suis remis à la même table et j'ai attendu en espérant la voir réapparaître. Elle m'avait dit qu'elle venait toujours en fin de journée lire le journal. Et après une demi-heure peut-être, voilà que je la vois arriver. Je suis content, elle me remarque tout de suite. Encore vous avez acheté la table. On pourrait presque dire ça, oui. Non, j'aime bien venir travailler ici. Vous travaillez sur quoi? Oh, j'essaye d'écrire quelque chose. Et voilà, on s'est de nouveau assis à ma table et nous avons encore une fois discuté longuement. C'est fou, j'avais vraiment un bon contact avec elle. C'est une personne très sincère dans ses propos, mais je ne devais pas oublier ce que je voulais lui demander. Moi, je crois qu'il faut toujours parler avec le cœur. Sauf quand on est énervé. Là, on s'était ou on fait de la boxe. Vous faisiez de la boxe? C'est moi qui entraînais Mohamed Ali. Et vous entraînez toujours? Ça pourrait m'intéresser. Ah, attendez, que je retrouve mes gants. Et en dehors de votre carrière dans la boxe, qu'est-ce que vous faisiez avant? Je chantais. Ah oui, vous étiez chanteuse? Pour l'opéra à Valence, à Valencia. J'étais soprano dans les chœurs pour les opéras. Impressionnant, et vous avez pu avoir une carrière? Non. Après, j'ai connu mon mari, un musicien, et c'est lui qui m'a menée ici en Suisse. Et après, je ne chantais que pour lui. Ah, et puis vous chantez toujours avec lui? Plus depuis qu'il est mort. Ah, je suis désolé. C'était il y a longtemps. Je chantais une chanson, Saborami. Vous la connaissez? Non, pas du tout. C'est une très belle chanson. J'ai plus entendu depuis longtemps. Je voyais bien qu'elle était affectée par ses souvenirs, donc on a rapidement changé de sujet. Pourtant, elle semblait un peu moins enthousiaste que hier. Le soir, je suis retourné chez Ruth et je lui ai raconté ma nouvelle rencontre avec Maria. Et oui, cette fois encore, c'est elle qui avait voulu payer l'addition. Ruth semblait de plus en plus intéressée par cette histoire, mais ça ne nous a pas empêché de reprendre le film là où on l'avait laissé. Donc Joe passe la nuit dans le manoir de Norma Desmond. Au matin, il est quelque peu surpris car toutes ses affaires ont été ramenées de son appartement à ici. Il va demander des explications à Max et apprend que Norma a exigé qu'on l'installe ici définitivement. Joe retrouve Norma et dit qu'il veut partir. Norma répond « Ah ouais, et ben dans ce cas mon coco, je t'engage pas ?» Du coup, Joe reste. Il se rend vite compte que le boulot de relecture est difficile. Déjà parce que le scénario de Norma pourrait provoquer des migraines de médiocrité et aussi parce que la moindre modification entraîne son courroux. Attends, là t'as écrit « Ruth se cure le nez avec une perceuse, sa tête s'enroule autour de la tige suivie de son corps et il ressemble alors à un falafel. » Mais je vois pas le rapport avec... Fais-le. Et elle réparait même pas après, t'es sûr que... Fais-le. Ok. On en apprend aussi un peu plus sur Norma. Apparemment, et ça je l'avais oublié, elle reçoit toujours des lettres de fans attendant son grand retour, mais Joe est un peu sceptique. On découvre aussi que Norma a son propre cinéma, où elle regarde quotidiennement les films dans lesquels elle a joué, en compagnie de Joe pendant que Max fait le projectionniste. Et là, pause, parce qu'on est devant une des scènes métal les plus ouf de l'histoire du cinéma. Caramba, aïe aïe aïe. Mais c'est bon, ouf, t'as plus besoin d'être un falafel. Parce que dans cette scène, ce que regardent les personnages de Norma et Joe est Queen Kelly, un film muet de 1932 dans lequel Gloria Swanson, qui joue ici Norma, tient le rôle principal, donc l'actrice est réellement en train de se regarder elle-même 20 ans plus tard. Mais c'est pas tout. Quoi? Queen Kelly a été réalisé par Erich von Stroheim, un réalisateur-acteur qui joue justement ici, Max. C'est apparemment même lui qui aurait suggéré d'utiliser cette séquence. Et ça va encore plus loin. Unbelievable. Car en fait, le film censé représenter le sommet de la gloire du personnage de Norma n'est dans les faits jamais sorti. Nous sommes en 1928, on réalise que le cinéma parlant ne sera pas une simple mode, mais s'apprête à redéfinir les fondamentaux du médium cinéma. En plein tournage, il paraît évident que Queen Kelly, film pensé en muet, doit être réadapté au parlant.
Mais une telle transition coûte très cher, or le budget est déjà dépassé alors qu'à peine un quart du projet a été réalisé. Le film est donc abandonné. Donc ici, le film que Norma regarde est un projet qui a été, comme le personnage de Norma, relégué dans l'ombre à cause de l'arrivée du parlant qui l'a rendu directement obsolète. Franchement, cette scène est vertigineuse. Et t'as encore oublié quelque chose. Ah bon? Le film était censé sortir au cinéma, donc il devait être projeté contre une toile. Et là, plutôt que de regarder le film en DVD ou en VHS, il le diffuse avec un vieux machin sur une toile, comme au cinéma. C'est la cerise sur le poulet. Bref, on découvre qu'en plus de ces soirées cinéma, notre star oubliée joue régulièrement aux cartes avec d'autres stars oubliées de l'époque du muet. Ils sont ici incarnés par Anna Nilsson, la première star suédoise hollywoodienne, Henry Byron Warner, qui a donné ses traits au Christ dans le film King of Kings réalisé par 2000, et l'incontournable Charles Chaplin qu'on reconnaît évidemment au premier coup d'œil. T'es sûr que c'est Chaplin? Bah, on le reconnaît quand même. Ah, c'est marrant, je trouve qu'il ressemble plus à Laurel et Hardy. En attendant, les créanciers retrouvent et embarquent la voiture de Joe qui se met instantanément à bouder. En effet, il se rend compte qu'il est de plus en plus isolé du monde et dépendant de la volonté de Norma. Elle l'emmène où elle veut, l'habille comme elle veut et lui interdit même de mâcher du chewing-gum. And must you chew gum? Elle exige aussi qu'il dorme dans la chambre de son ex-mari. Pendant que Max installe ses affaires, il rappelle à Joe qu'une fête est organisée le soir même. Joe s'y rend et la surprise, il n'y a personne. Mais c'est pas toujours comme ça d'habitude. Ah bah non, quand t'organises une fête chez toi, t'attends quand même un max de personnes. Ah bah non, chez moi j'invite toujours max une personne. Et ma mère. Et ma mère est souvent cette personne. Mais t'organises pas de fête du coup? Si, dans la forêt. Attends, quoi? Tu peux y faire ce que tu veux, il n'y a plus de limite. Nous pouvons redevenir des animaux comme nous l'avons toujours été. Mais pourquoi tu m'as jamais invité? Donc il arrive à cette fête où seule Norma l'attend. C'est un peu le malaise pour Joe qui finit par se rebeller car lui il est jeune et social et en a marre de se sentir enfermé, ce à quoi Norma répond et boude à son tour. Joe quitte le manoir pour retrouver ses amis et notamment Betty, une jeune ambitieuse qui rêve de devenir scénariste et qui lui propose de travailler avec elle sur un projet d'écriture. Mais lui, son projet sur lequel il aimerait vraiment travailler, c'est plutôt elle. Starving for a white shoe. Attends, le projet sur lequel il aimerait... Oui. Oh, Joe appelle immédiatement le manoir pour dire qu'il se casse, mais il tombe mal puisque Norma a fait une tentative de suicide. Il quitte la fête, retrouve Norma qui garantit qu'elle continuera ses efforts autodestructeurs s'il tente de partir. Puis, dès ce moment du film, le personnage de Joe change radicalement. Alors qu'il semblait subir cette détention, il commence à s'en accommoder. Il profite de la piscine les jours d'été et passe beaucoup de temps affalé sur un canapé à admirer Norma imiter des classiques comme les baigneuses de Mark Sennett ou, de manière beaucoup moins convaincante, Buster Keaton. Bref, le temps s'écoule, mais un jour, Norma apprend qu'un assistant du réalisateur Cecil B. DeMille a appelé. Elle est dès lors persuadée que c'est pour adapter son scénario et elle se rend en compagnie de Joe au studio de la Paramount. On retrouve alors Monsieur Cecil B. DeMille jouer son propre rôle en plein tournage. Et la scène est très touchante car malgré toute la fierté de Norma, on peut sentir qu'elle est émue de revenir sur ce plateau. On sent aussi l'énorme star qu'elle fut à travers les salutations chaleureuses de DeMille, par l'intérêt des autres employés et par ce moment où un vieux technicien braque un projecteur sur elle. Du coup, je trouve cette scène vraiment incroyable. Ouais. Le personnage qui revit d'un coup sa gloire de l'époque, c'est bouleversant. Je devrais montrer ce film à Maria, peut-être qu'elle se remettrait à chanter. C'est un peu pessimiste comme film pour encourager quelqu'un, tu trouves pas? Ouais, t'as raison, c'est peut-être pas une bonne idée. Par contre, j'y pense. Quoi? T'as bien dit qu'elle chantait plus depuis des années, c'est ça? Depuis la mort de son mari, oui. Tu sais quoi? Quand j'étais gamin, tous les dimanches, mon grand-père m'emmenait manger une glace. Et je me réjouissais à chaque fois. C'était mon moment préféré de la semaine. Alors quand il est mort, j'ai arrêté de manger des glaces. Je savais pas du tout. Pourtant, on a déjà mangé des glaces ensemble, non? Oui, mais pendant des années, les glaces c'était associé à la mort de mon grand-père. Et comment t'as fait pour en remanger? Ah, ben un jour j'avais faim et il y avait plus que ça. Ah! Je sais pas pourquoi j'en ai pas mangé pendant si longtemps. La conversation avec Ruth m'a alors donné une idée pour Maria. Mais pour ça, il fallait que je parte plus tôt. On a de nouveau arrêté le film en cours de route, mais j'ai promis de revenir le soir suivant. Le lendemain donc, j'ai retrouvé Maria au même endroit et à la même heure que les jours précédents. Et après avoir discuté un moment, j'ai décidé d'agir. Dites, vous m'aviez parlé de la chanson Saborami la dernière fois. Eh ben, j'en ai trouvé tout un tas de versions sur internet et je me suis permis de vous faire une petite compilation. J'ai même mis une version karaoké si d'un coup vous voulez vous remettre à chanter. Non, le passé, c'est le passé. Oui, je comprends, mais d'un côté, le présent c'est aussi très vite le passé. Je pense que ça a été très difficile avec votre mari, Non, mais... je veux pas me souvenir de lui.
Ah, pardon? Vous savez, mon mari, c'était pas une bonne personne et j'ai vécu des années très difficiles avec lui. Je suis désolé. À cette époque, on ne pouvait pas en parler. Aujourd'hui, c'est pas encore ça, c'est mieux. Mais je ne veux plus en parler du passé. Ah, moi j'ai cru que vous chantiez pour lui, c'est pour ça que j'ai voulu vous offrir ce CD. Ah oui, je chantais. Au début, ça lui plaisait. Mais après, il en avait marre. Pendant des années, je chantais pour lui casser les pieds. Cette fois, Maria est partie avant moi. Elle devait vraiment être troublée parce que cette fois, elle avait oublié de payer. C'était pas grave, je lui devais bien ça. Mais inutile de vous dire que je n'ai pensé à rien d'autre le reste de la journée. Le soir, j'en ai parlé à Rouf, qui était aussi déçu que moi, mais on avait un film à finir, donc on a repris Sunset Boulevard, ça pouvait peut-être me changer les idées. On en était à la visite à la Paramount, un moment clé du film. C'est là qu'on apprend que si l'assistant de 2000 avait cherché à contacter Norma, c'était uniquement pour utiliser sa voiture, et sûrement pas pour réaliser son scénario. D'ailleurs, 2000 lui-même l'a trouvé épouvantable. Mais tout ça, Norma, elle ne le sait pas. Elle est persuadée d'avoir un rôle qui l'attend et se met à faire tout un tas de rituels étranges pour améliorer son apparence. Alors que nous, franchement, on est totalement détachés de ça. C'est clair, on est moche comme des poux et on s'en fout. Ah mais complètement. On se fait les ongles tout à l'heure? Oh ouais. De son côté, Joe sort en douce pour retrouver Betty afin de plancher sur un scénario et se promener au milieu des décors vides des studios tout en flirtouillant quelque peu. Malheureusement, Norma va rapidement découvrir ce manque flagrant de dévouement et réagit en harcelant téléphoniquement Betty, ce que Joe, on va pas se le cacher, apprécie moyen. Il décide de partir définitivement et cette fois, même les menaces de suicide de Norma ne l'arrêtent pas. Plongeant plus profondément que jamais dans la négation du réel, Norma s'empare d'un revolver et tire 3 fois sur Joe. Joe termine ainsi sa vie symboliquement dans la piscine. La police et les médias arrivent, et ils retrouvent Norma dans sa chambre en train de se préparer pour le film qu'elle ne tournera jamais. On l'interroge mais elle ne réagit qu'à son propre reflet, jusqu'à ce que ce mot soit prononcé. Cameras. What is it, Max? The cameras have arrived. They have. Norma sort de sa chambre, arrive au sommet des marches, Max la dirige comme la star qu'elle fut, moteur, action. Lentement, dans ce tableau vivant, Norma descend les marches, offrant une dernière fois l'actrice aux caméras. Elle remercie alors son public comme si elle s'adressait autant aux figurants qu'à nous. Dernier regard caméra, fin. Eh ben ça me fait plaisir d'avoir revu ce chef-d'œuvre. En plus, il a pas si mal vieilli. Oui, je comprends pourquoi il m'a marqué la première fois que je l'ai vu. Je me souvenais surtout de sa dimension méta, le fait qu'il parle de cinéma. Alors il est loin d'être le premier sur ce sujet. Dès 1908, on retrouve des exemples de films qui parlent de cinéma et de films. Je vous renvoie d'ailleurs au livre Hollywood is Hollywood, où les historiens Rudy Bellmer et Tony Thomas retracent la longue tradition du cinéma américain à parler de lui-même. Depuis, bon nombre de films méta ont ponctué l'histoire du cinéma et beaucoup de réalisateurs ont importé leur regard sur l'industrie dans laquelle ils baignent. De Chaplin à Max Sennett et même Cecil B. DeMille qui réalise en 1918 We Can't Have Everything. Sans oublier évidemment l'indétrônable monument qui contribua à redéfinir la définition même du cinéma. Je parle bien sûr des Clés de bagnole de Laurent Baffy. Ah, c'est moi qui ai écrit le film, alors je fais ce que je veux. Pourquoi? On est dans un film? Ouais, Daniel. Bah attends, tu fais un film et tout ce que t'as trouvé à raconter, c'est l'histoire de deux blaireaux qui cherchent leur clé de bagnole pendant 1h30. C'est ça? Ouais. Cependant, j'ai assez tendance à penser que jouer sur l'aspect méta ou du faire du sujet d'un film, des films, est très casse-gueule. D'une part, on peut rapidement perdre le spectateur en s'essayant des expérimentations narratives et esthétiques auxquelles il n'adhère pas forcément. Mais surtout, il s'agit souvent d'un cache-flemme pour scénaristes voulant passer un message sur le médium que nous regardons en se pensant original. En fait, concrètement, lorsqu'on veut nous passer un message sur le cinéma et qu'on le fait de manière méta, ça donne souvent ça. Regarde. Je vous renvoie d'ailleurs à la vidéo concernant La cabane dans les bois, un film qui pour moi est un très bon exemple de réussite dans la gestion de ce type de discours méta. Sunset Boulevard s'inscrit dans ce genre de film. Il multiplie les couches de signification et de symbolique dans le but d'avoir à la fois un discours sur le cinéma et une complicité avec le spectateur. Past. Tout cela étant dit, je trouve le discours de Sunset Boulevard vraiment malin. Parce qu'il n'aborde jamais frontalement le cinéma. En fait, Sunset Boulevard n'est pas un film sur le cinéma, mais un film sur les oubliés du cinéma, les statues de cire comme Joe les appelle. Ils sont d'autant plus oubliés qu'à l'époque, aucun site internet ne pouvait héberger leurs images, aucun DVD ne permettait de conserver leur gloire. Au mieux, quelques pellicules étaient conservées, mais souvent par eux-mêmes. On n'envoyait alors que quelques images dans les magazines, des figures dépouillées de l'art du mouvement, immobiles comme des statues de cire. Mais malgré ça, je trouve que les critiques formulées par Sunset Boulevard sont toujours d'actualité aujourd'hui, alors que le film a plus de 70 ans.
Bon, il y a malheureusement quand même quelques éléments qui, je trouve, ont mal supporté l'épreuve du temps. Déjà, certaines références à côté desquelles on passe aujourd'hui. Par exemple, la scène du jeu de cartes, je vous avoue qu'en dehors de Max Linder, que je reconnais toujours parfaitement grâce à son visage un peu triste, les deux autres ne me disaient rien. L'autre élément, c'est la prestation de Gloria Swanson, qui surjoue la plupart du temps. Alors oui, cela s'explique du fait qu'elle incarne une actrice du cinéma muet, où il fallait justement exagérer ses expressions pour s'assurer que le public comprenne les émotions du personnage. Donc là encore, c'est un élément un peu méta qui était sans doute plus compréhensible à l'époque. Alors qu'aujourd'hui, ce jeu dans l'exagération est surtout réservé à des personnages comiques. Par exemple, Rouf. Regardez la tête qu'il fait. Regardez comme il est. C'est incroyable. Je trouve aussi que le scénario reste dans un schématisme parfois trop rigide, enchaînant des scènes où Hollywood a tendance à se regarder un peu trop le nombril. Mais pourtant, ce point est assez vite contrebalancé par la noirceur du film. Comme je l'ai dit, Sunset Boulevard n'est pas une œuvre sur Hollywood, mais sur ses coulisses, sur un star system sans pitié, érigeant des idoles pour mieux les mettre à terre, abandonnant ses petits scénaristes, voyant des rêves de jeunes courageux vouloir s'essayer à l'écriture voler en éclats par manque de confiance. Tous sont détruits par cette machine infernale, cette industrie de l'efficacité, qui fait vivre un véritable cauchemar à nos personnages. Sunset Boulevard nous montre comment un système broie les individus qui le composent. Oh non, c'est quand même des pauvres bichons. Mais en fait, pas tant que ça. Parce que ces individus victimes du système hollywoodien ne sont pas pour autant sympathiques. Aucun personnage de Sunset Boulevard n'est vraiment attachant. Joe Gillis, le scénariste, est un véritable arriviste qui va rapidement profiter de sa situation chez Norma, mais aussi piquer la copine d'un de ses amis. Betty, qui semble avoir du caractère dans un premier temps, finit par se laisser entraîner par Joe et trompe son petit ami. Norma est constamment obnubilée par son propre passé de star. Paradoxalement, Rouf et moi sommes d'accord pour dire que c'est Max, le personnage le plus attachant. Malgré son comportement froid et distant, beaucoup de scènes sont là pour témoigner de son humanité et de sa fidélité envers Norma dont il est le premier mari. Mais il n'est pas pour autant un modèle de vertu puisque c'est aussi lui qui rédige et envoie quotidiennement de fausses lettres de fans à Norma, contribuant ainsi à la faire vivre un fantasme déconnecté de toute réalité. Bah moi je fais pareil hein. Ah bon, t'écris des lettres à quelqu'un? Bah je m'écris des mots à moi-même pour m'encourager. Genre sur ma porte d'entrée j'écris bon courage pour aujourd'hui. Ou genre sur ma brosse à dents j'écris tu peux le faire. Ok, c'est cool. Franchement ça marche bien. Après j'oublie que je suis nul. C'est très bien. Donc ni les personnages ni le système ne semblent porter en eux des valeurs pleinement positives. C'est grâce à cela que le film parvient à créer un dialogue entre un univers hollywoodien vicié et corrompu, mais qui se comprend à travers les individus viciés et corrompus qui le composent. Ils ont tous pour ambition d'intégrer ou de réintégrer ce système hollywoodien. En ce sens, Hollywood est le symbole d'un système qui corrompt ces individus et qui devient à son tour corrompu par eux. Des personnages frustrés par leur mise à la marge qui souhaiteraient pourtant intégrer pleinement ce système. Hollywood leur a vendu du rêve, ils se heurtent à la réalité. Et cette réalité fait ressortir leurs pires travers, à commencer par Norma. Norma, you're a woman of 50. Now grow up. There's nothing tragic about being 50. Not unless you try to be 25. Norma, qui fut cette si grande star, a maintenant peur d'être abandonnée par le premier venu. Alors ce premier venu, c'est Joe, qu'elle enferme loin du monde extérieur qui lui a déjà tant pris. Elle ne s'intéresse pas à lui, il vaut d'ailleurs pas plus que le singe qu'elle a perdu. Mais elle a besoin d'exister à travers son regard. Il lui faut un admirateur. Et si celui-ci menace de partir, c'est la crise, le suicide, le meurtre. Et le dépeçage de son cadavre souillé en public. Je crois pas que ça aille si loin. C'est dans les bonus DVD. C'est là que Sunset Boulevard fonctionne si bien. Certes, Hollywood écrase les individus, mais ces mêmes individus ne sont pas dépeints comme les victimes d'un système. Ils font partie de ce système qu'ils alimentent. Ils portent en eux le même cynisme. Ils sont prêts aussi à se trahir entre eux pour leurs besoins et leurs envies personnelles. L'exemple le plus frappant est pour moi la scène romantique du film où Joe et Betty se promènent dans un décor de cinéma. Cette scène est introduite par deux plans larges opérant un panoramique pour nous montrer l'espace dans lequel nos deux personnages évoluent. Puis ce décor est oublié et laisse place au champ contre champ où Betty explique que même si dans cette rue tout est faux, c'est sa préférée au monde car elle y a joué quand elle était petite. Puis elle raconte avoir pris des cours pendant 10 ans et là, on évoque indirectement tout le cynisme de l'industrie. Dramatic lessons, diction, dancing. Then the studio made a test. Well, they didn't like my nose. Slanted this way a little. So I went to a doctor and had it fixed. They made more tests and they were crazy about my nose. Only they didn't like my acting. Après ça, on a un plan rapproché qui unit les deux personnages dans le cadre, le temps d'un bisou sur le nez, et quelques compliments avant de repartir comme des ombres dans le décor désert. Petit effet rapide de voiture dans le décor avec fondu transition, et voilà. Ce qui est frappant dans une scène comme celle-ci, c'est qu'elle instaure une ambiance romantique entre les personnages, mais en même temps, quel est le thème central ici ? Pas l'amour, pas l'avenir, mais l'artificialité. La rue est un décor artificiel. Betty parle de son nez refait. Les compliments de Joe sonnent faux. Il compare l'odeur de Betty à du linge fraîchement lavé, puis à une voiture neuve.
En fait, il sait vraiment pas où il va. C'est la scène la plus romantique, mais tout y sonne faux. Le film nous annonce ainsi la romance impossible entre ces personnages. Il s'agit là encore d'un rêve vendu par les studios qui virera quelques scènes plus loin au cauchemar. Moi j'ai un date avec une fille à un concert la semaine prochaine. C'est bon ou c'est artificiel? Ah bah ça dépend du concert, vous allez voir qui? Johnny Hallyday. C'est par cet angle que Sunset Boulevard s'en prend à Hollywood, en le délimitant à un rêve, à une apparence pour nos écrans qui, quand on le déchire, laisse entrevoir une réalité plus sombre. Le système. On nous plonge dans l'envers du décor avec cynisme et pessimisme. Le système Hollywood repose sur les apparences, et celle qui représente le mieux tout cela, c'est Norma Desmond. Car Norma a confondu rêve et réalité. La jeune femme n'a jamais quitté le muet et incarne un rôle, celui d'une star célèbre, que tous ont oublié. Elle surjoue, elle dramatise, elle multiplie les robes et les accessoires passés de mode. Elle est constamment dans la démonstration, dans l'apparence, et à force d'être dans l'apparence, elle perd de vue ce qu'est la réalité. Elle fait de sa vie une fiction. Ainsi, malgré la folie et la noirceur du personnage, on ne peut pas s'empêcher d'être tout de même touché, de compatir. Si gratter le vernis d'Hollywood nous fait découvrir ses aspects les plus sombres, gratter le vernis de Norma nous fait découvrir son humanité. Moi je la trouve choupette. Ouais, c'est vrai qu'elle a des moments très touchants. Norma Desmond est un personnage que je trouve très bien écrit. D'abord parce qu'elle incarne toute une époque du cinéma hollywoodien. Elle en porte le vernis. Ensuite parce qu'on décide de la décaler dans le temps. Son personnage est alors anachronique et la fait incarner autre chose, la figure de l'has-been. Enfin parce que malgré tout, on prend soin de travailler une personnalité qui s'articule à cette incarnation. C'est un point qui n'est pas anodin car beaucoup de films confondent incarnation et personnalité. Pour rester dans le thème de la star de cinéma has-been, c'est la différence avec The Artist où finalement le personnage de Georges Valentin ressemble beaucoup trop à tous les personnages du genre. Bah du coup, aujourd'hui, j'ai aucun souvenir de ce que ce personnage pouvait aimer ou non. À part qu'il faisait du surf. C'est pourquoi je distingue l'incarnation et la personnalité. L'incarnation rattache le personnage à son milieu, il en porte certains traits, il incarne son époque, voire un stéréotype. La personnalité, c'est les traits de caractère du personnage qui servent à le distinguer de cette incarnation. Ce sont les traits qui ne sont pas liés à son époque ou à un stéréotype. C'est quelque chose qui lui est propre, une contradiction, une habitude. Lorsqu'un personnage se contente seulement d'incarner quelque chose sans personnalité, ça devient une caricature. Alors attention, évidemment, des films jouent volontairement là-dessus, et en particulier lorsqu'on parle de cinéma. Par exemple, Ave César, des frères Cohen joue volontairement la carte de la caricature pour produire un effet comique, ou encore La Nuit américaine de François Truffaut, qui ne cherche pas à mettre l'accent sur une intrigue, mais sur tout un tas de corps de métier réunis dans le but de co-créer quelque chose. Ici, en évitant justement de donner des personnalités trop marquées à ces personnages, La Nuit américaine nous dit que faire un film, c'est un art collectif, autant qu'un casse-tête universel. Même si, quand on regarde le casting, on peut aussi dire que... Quoi Ah, on le récupère. Ah merde, je parlais plus de Sunset Boulevard, c'est ça? Plus du tout. Ok, on reprend. Mais d'abord, Rauf, Oui? merci de m'avoir remis sur le droit chemin à un moment où je me suis égaré. Oh, mais de rien, Joe. Non, j'ai vraiment de la chance de t'avoir. T'es un ami génial. Ça me touche. Viens là. Oh oui. Oh mon ami. Je crois qu'on a de nouveau lâché Sunset Boulevard là, non? Oh mais putain, ouais, focus là! Norma Desmond incarne très bien cette figure de l'actrice has-been en se révélant parfois touchante, parfois drôle, parfois triste et souvent insupportable. Chez elle, le vernis prend une forme spécifique, celle de la fierté. Durant tout le film, c'est sa fierté qui sera mise en avant à la fois par l'intrigue et par la mise en scène. Elle rêve de son grand retour, mais quand elle a un appel des studios, elle les fait attendre. À l'inverse, elle critique ce qu'est devenue l'industrie hollywoodienne, mais se jette dans les studios dès qu'elle entrevoit l'espoir de revenir à la lumière. En fait, la relation toxique qu'elle entretient avec Joe, c'est la même relation toxique qu'elle entretient avec son souvenir d'Hollywood. Un souvenir qu'elle ne veut pas laisser partir. Sa fierté l'empêche d'accepter son statut. Elle préférera tuer Joe que de le voir partir, comme elle brûlerait Hollywood plutôt que d'être oubliée. Bref, Sunset Boulevard nous dit qu'Hollywood est une industrie de fous qui attire les fous. Et tu sais, je peux pas m'empêcher de penser à Maria. Elle aussi, elle veut brûler des trucs? Bah, en fait, je me dis que... Elle aussi, d'une certaine manière, elle est prisonnière de son passé. Oui, mais il y a moins de chances qu'elle te loge 3 balles dans le buffet. Elle n'osera pas dans un lieu public. Franchement, c'est trop bête. Norma, elle est dépendante d'un système, mais Maria, elle dépend de rien pour se remettre à chanter. Tu veux faire quoi, la forcer? Ben, elle aimait ça avant. Mais c'est comme toi et les glaces. Tu as arrêté d'en manger pendant un moment et finalement t'as recommencé. C'est vrai, j'avais besoin d'un temps. Et j'ai eu la chance d'avoir mes parents et ma grand-mère qui m'ont soutenu au décès de mon grand-père. Eh ben, tu vois. Peut-être que Maria, il lui faut juste quelqu'un pour la soutenir. Je sais pas, peut-être. En même temps, t'es déjà convaincu.
Le lendemain, j'ai retrouvé Maria et nous avons une nouvelle fois discuté comme nous en avions pris l'habitude. Et à un moment, on a même abordé Sunset Boulevard. Oh, ça c'est vieux. Je l'ai vu quand j'étais toute petite. Un très beau film. Un très beau film. Oui, très beau, mais aussi assez triste. Vous vous souvenez du personnage principal, Norma Desmond? Norma? Oui, c'est l'actrice qui rêvait de rejouer dans un grand film, mais qui peut plus. C'est vrai, je me souviens. Pauvretta. Oui, elle doit vivre sans sa passion. Alors que vous pourriez rechanter, non? Pardon? Je m'excuse de vous en reparler, mais vous m'aviez dit que vous adoriez cette chanson. Et moi, je trouve dommage qu'elle soit gâchée par des mauvais souvenirs. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous verrez quand vous serez plus vieux. J'en suis sûr, et j'ai déjà des choses qui sont rattachées à des mauvais souvenirs. Mais je sais aussi que le meilleur moyen pour les chasser, c'est d'essayer de les remplacer par d'autres. On n'oublie pas les mauvaises choses. Non, mais on peut en découvrir des nouvelles, des bonnes. Et je pense que ça, c'est jamais trop tard. Vous ne comprenez pas. Vous comprenez pas. Ce que je veux dire, c'est que j'aimerais vraiment vous offrir ce CD. Je sais que ça vous rappelle des mauvais souvenirs, et je suis désolé, mais c'est pour ça que j'insiste. Pourquoi pas vous rappeler à la place de l'époque où vous chantiez à l'opéra? C'est des vieux souvenirs. Je veux plus m'en rappeler. Ou alors peut-être penser à un jeune un peu maladroit qui vous avait offert plein de chocolat chaud. Écoutez, je sais pas si ce que je fais c'est juste ou pas, mais je voulais quand même essayer. Bon, j'ai pensé que c'était la bonne chose à faire, mais maintenant, je me sens un peu bête. Comment j'ai pu croire que je pouvais l'aider comme ça? J'ai peut-être pensé être une meilleure personne que Joe dans Sunset Boulevard. Peut-être que le fait que je porte le même nom que ce personnage m'a aussi poussé à me comparer et à vouloir être plus empathique, plus vertueux. Mais peut-être que Maria, elle voulait conserver ce vernis tout simplement. Le cinéma est un art de l'illusion. Illusion d'image en mouvement, illusion de l'espace, illusion d'aventure. Et je pense qu'on a tous, à notre niveau, plus ou moins conscience d'être dupés, d'assister à un vernis qui pourrait facilement être gratté. Certains réalisateurs se sont d'ailleurs amusés à dépouiller leur film de ce vernis, de se mettre à nu. Mais ce n'est pas ce qu'a choisi Sunset Boulevard. Sunset Boulevard a beau porter toutes les marques de cette industrie, il est plaisant de le voir témoigner de cette conscience. Il ne le tourne pas simplement en comédie, mais il construit un drame qui affecte profondément chacun des personnages. En faisant cela, il a ouvert la porte à une belle série de films en tout genre, prêts à critiquer à leur tour ce milieu. Alors certains diront que c'est une démarche cynique. Au fond, Sunset Boulevard critique l'industrie hollywoodienne, mais on utilise tous les codes et les moyens de production. Pire, il est nominé dans 11 catégories aux Oscars et en remporte 3. Et c'est vrai qu'entre le soin porté au message ou au vernis, Sunset Boulevard privilégie quand même un peu le vernis. Mais en même temps, n'est-ce pas ce qui lui a permis de porter cette critique auprès du plus grand nombre? N'est-ce pas grâce à cela qu'on le projette encore régulièrement aujourd'hui lors des ciné-clubs, de rétrospectives, seul chez soi ou entre amis? N'est-ce pas grâce à ça qu'il bénéficie, contrairement à Norma, toujours d'une certaine lumière? Sunset Boulevard est devenu un film inoubliable sur les oubliés, à ceux qui, par la force des choses, ont été détournés de leurs rêves. Et je pense qu'on est nombreux dans ce cas, beaucoup trop nombreux même. Moi par exemple, je suis pas devenu astronaute, je n'ai pas fait carrière comme rockstar, je n'ai pas réalisé de long métrage, je n'arrive même pas à faire un cadeau à une dame sans avoir l'air ridicule. Franchement, je me demande si je fais pas déjà partie de ces oubliés. Et après toutes ces réflexions sur ce film, je me demande toujours à quoi je sers.